Bonjour à tous et bienvenue à la Cité de l'Espace à Toulouse pour ce premier Café Alpha. Alors, je suis, vous voyez, au cœur d'un dispositif unique que nous avons mis en place en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et le CNES, le Centre national d'études spatiales, pour vous permettre de suivre au plus près la mission Alpha, la nouvelle mission de Thomas Pesquet, l'astronaute français qui va partir cette semaine, jeudi, si tout va bien, aux environs de midi 11 heure française, à destination Station spatiale internationale. Alors, pendant 6 mois, vous allez pouvoir, en venant à la Cité de l'Espace, dès que nous serons réouverts, suivre et ne rien perdre de l'actualité de cette mission. Et puis, vous allez aussi pouvoir, grâce à ce dispositif des Cafés Alpha, première édition aujourd'hui, rencontrer des acteurs de la mission, des ingénieurs, des scientifiques, des médecins, des préparateurs physiques ou des artistes, des réalisateurs, des auteurs, des gens qui, de près ou de loin, ont un lien particulier avec la mission Alpha ou avec Thomas Pesquet. Voilà. Alors, si on va faire ça autour d'un café, de manière très simple, ce sera 13h30, 1 à 2 fois par semaine. Et on va commencer aujourd'hui, on a beaucoup de chance, avec Didier Schmitt de l'Agence spatiale européenne. Didier, bonjour, bienvenue pour le premier Café Alpha. Je crois que toi aussi tu as ta tasse de café, voilà. Salut Christophe. Alors, j'ai le café, mais j'ai pas eu le temps de manger encore. Alors on mangera après. Ça va durer à peu près une demi-heure. Et Didier, pour te présenter, tu es le responsable du groupe stratégie et coordination au sein de la direction, hein, de l'exploration humaine et robotique. On va dire que tu es au cœur de la stratégie de l'Agence spatiale européenne pour les années qui viennent. Alors c'est intéressant vraiment de commencer par toi. On va essayer de remettre un peu cette mission Alpha de Thomas Pesquet dans cette perspective et peut-être on va pouvoir aller jusqu'à 2030 ou 2035 avec toi et voir plus loin. Très Donc, bien, allons-y. le 22 avril prochain, décollage de Thomas Pesquet, de la mission Alpha. C'est une longue histoire déjà, les vols habités européens, Didier. Bah, les vols habités européens, évidemment, je veux dire, on c'est pas le premier astronaute, hein, donc ça c'est clair. Et en plus, on est en plein milieu de la sélection de la prochaine équipe entre guillemets, donc qui vient de commencer seulement et qui va donc finir fin de l'année prochaine. Donc effectivement, les premiers astronautes, on les a sélectionnés même fin des années 70 en fait. Bon, c'était plutôt évidemment pour les missions Space Lab, hein, avec le shuttle américain. Donc on avait pas mal d'astronautes qui ont volé là-dessus, y compris vers la station Mir. Et évidemment, avec la station spatiale internationale, tout ça, ça s'est ouvert. Et le grand changement, évidemment, dans les début des années 2000, qui avait déjà été commencé avant, c'est de n'avoir plus qu'un seul corps des astronautes européens. Parce qu'avant, bon, il y avait des astronautes nationaux, il y en avait des Européens, et puis bon, on a intégré tout le monde dans les années 90. Et puis maintenant, évidemment, ça fait la deuxième sélection 100% pur jus, entre guillemets, où c'est l'ESA qui fait la sélection de A à Z. On a l'habitude de dire il y avait un astronaute européen qui part en général 6 mois, tous les 18 mois, c'était à peu près ça je Oui, dirais, le deal avec ISS. alors le deal, c'est ça. Le deal, en fait, c'est évidemment avec la NASA qu'on fait le deal. C'est un espèce de troc, c'est-à-dire que nous fournissons donc, à l'époque, c'était des éléments de la station, c'était Columbus. Après, c'était les ATV, donc les véhicules de transfert de cargo vers l'ISS. Donc, ces éléments-là nous permettent après, évidemment, de faire un troc pour les astronautes. En ce moment, et encore pour longtemps, nous fabriquons donc ce qu'on appelle l'ESM, le module de service d'Orion, et donc contre un certain nombre de ces éléments, donc pour aller vers la Lune, pas vers l'ISS, On eh va ben, en parler de la Lune tout à l'heure. nous avons accès donc à l'ISS avec effectivement un vol longue durée à peu près tous les 18 mois. Alors, Thomas Pesquet va inaugurer avec la mission Alpha, qu'on pourrait appeler une trilogie, quelque chose de tout à fait particulier pour les astronautes européens qui n'est jamais arrivé. D'ailleurs, on peut peut-être regarder l'image de l'équipage de Thomas, si on peut le voir sur l'écran, parce que là, on entame 18 mois de présence européenne dans l'ISS sans interruption. Ça, c'est jamais arrivé. Oui, oui, parce que bon, comme j'ai dit, hein, généralement, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on a réussi à négocier, c'est 6 mois de présence, 1 an sans présence, et puis 6 mois de présence. Cette fois-ci, grâce à nos négociateurs,
et aussi parce qu'on a un petit peu fait pression sur la NASA parce qu'on voulait vraiment avoir, à l'origine, c'était vraiment d'avoir Thomas suivi donc par Mathias Maurer, donc notre 7e astronaute. Donc, faut le dire ouvertement, hein, c'était un geste un peu politique pour montrer, il y a un Français, et puis voilà, l'Allemand qui prend la suite. Donc ça fait 12 mois. La cerise sur le gâteau, on l'a eu il y a quelques semaines. On a réussi donc à négocier aussi le vol de Samantha Cristoforetti, donc qui va prendre le relais après Mathias Maurer, ce qui fait qu'on aura effectivement une présence sur l'ISS pendant 18 mois non-stop, une présence européenne, ce qui ne s'est jamais fait évidemment auparavant. Mais pendant ces 18 mois, il va se passer aussi beaucoup de choses, j'allais dire ailleurs, côté chinois notamment, hein, en 18 mois, et aussi côté vol commercial, si on fait un rapide résumé de ce qui nous attend pendant 1 an et demi. Alors effectivement, les choses bougent très vite. On est vraiment dans une décennie où, enfin, toute la décennie va être comme ça, hein, de chamboulement et d'accélération de programmes, évidemment, qui n'ont pas été décidés la veille, ça a été décidé il y a longtemps. Si on parle du Gateway tout à l'heure, ça n'a pas été décidé avant-hier. Et pour les Chinois, c'est pareil. Les Chinois ont décidé de faire leur propre station spatiale il y a plus de 15 ans. Elle devrait déjà exister, elle devrait être fonctionnelle depuis plus de 5 ans. Ils ont eu un souci donc sur leur gros lanceur qui leur permet de lancer ces éléments dans l'espace. Maintenant, le problème est résolu. Et donc, dans les semaines qui viennent, on n'a pas de date exacte, mais probablement déjà au mois de mai, donc ils vont lancer le premier élément de leur station orbitale chinoise, 100% pur jus. Et ils vont accélérer, c'est-à-dire ils vont pas faire comme nous, pas faire comme nous. On a mis 10 ans à faire la station spatiale parce que c'était compliqué. La leur, évidemment, plus petite, un peu plus simple. Et on connaît un peu l'efficacité chinoise, donc ils vont vraiment faire des lancements tous les 2 mois, probablement. Et en une dizaine, douzaine de lancements maximum, ils vont avoir leur propre station. Ce qui fait que, d'abord, quand Thomas sera là-haut, il aura un voisin pas très loin. C'est pas la même orbite, ce ne sera pas habité au début, mais il y aura le premier élément de la Oui. station chinoise pendant que Thomas sera là. Et quand Samantha finira son vol, en principe, il peut déjà y avoir les 3 premiers Chinois en orbite avec elle. Ce serait vraiment bon, c'est faisable. On ne connaît pas C'est exactement les possible. détails, mais c'est ce qui est planifié. Alors ça, c'est côté chinois pendant ces 18 mois, mais côté, alors on va dire, vol commercial, parce que là aussi, les choses vont bouger très très rapidement. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, tout se précipite un petit peu, Didier. Oui, alors déjà, bon, Thomas part donc sur Dragon Crew, mais il y a évidemment il y a Boeing qui a du retard à l'allumage, si on peut dire, en faire de jeu de mots. Mais eux aussi donc vont faire leur deuxième vol test donc à l'automne, ce qui fait que l'année prochaine, et peut-être même avant, hein, avant qu'Automne ne redescende, il peut y avoir un deuxième vol de Boeing, un vol commercial aussi, hein, comme le Dragon Crew, ce qui fait qu'on aura 2 providers du côté américain. Et évidemment, vous regardez ça avec intérêt comme nous. Le Starship, à force de faire du trial and error, d'essayer et de corriger, ils vont bien y arriver aussi. Donc, les choses vont bouger énormément dans les années, en tout cas dans cette décennie. Donc, on résume. Thomas Pesquet qui part là va inaugurer, ouvrir une période de 18 mois de présence européenne dans l'ISS. Chose aussi tout à fait nouvelle, il va y avoir un chevauchement, tu l'as évoqué tout à l'heure, entre Thomas Pesquet, astronaute européen de nationalité française, et Matthias Maurer, astronaute européen de nationalité allemande. Donc, ils vont rester combien de temps Un mois. ensemble dans Il l'ISS? va rester un Un mois. mois. Et pendant ce temps-là, ce sera Thomas, donc le commandant hein, de la station pendant cette période-là. Il y aura en principe, il y aurait 9 astronautes à bord à ce moment-là. Pendant pas pendant tout le mois, mais bon, il commandera un bel équipage. Et ça aussi, alors c'est pas une nouveauté pour un astronaute européen. Je crois que c'est le 3e C'est le astronaute troisième. européen Le à premier français. bénéficier de ce statut, mais c'est le premier français. Donc c'est quand même aussi une valorisation, un honneur qui est fait à Thomas Pesquet. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure pour ce qui va se passer pour lui peut-être après, mais on ne va pas brûler les étapes. Alors, toute cette période de 18 mois dans la Station spatiale internationale, on sait aussi qu'elle a été commencée à être donc mise en orbite en 98, puis au fur et à mesure assemblée. Elle n'est pas éternelle, cette station spatiale internationale.
Alors, où en est-on? Parler de 2024 et puis parler d'un petit peu plus loin pour la fin de cette ISS et pour d'autres stations, mais on va en venir tout à l'heure. Alors, où on en est de devenir l'ISS? Alors, on parle de 2024 pour une raison très simple. C'est que nous nous engageons avec nos partenaires, donc évidemment les Américains, mais aussi les Russes, les Japonais et les Canadiens, on s'engage sur des périodes d'utilisation. Et la période, la prochaine, donc qui va s'arrêter, elle va jusqu'en 2024. Ça veut dire donc que maintenant, nous sommes en train de réfléchir et commencer à regarder la prochaine période d'exploitation de la station qui va aller de 2024 à 2028, peut-être jusqu'à 2030. Ce sera l'une des décisions aussi du Conseil des ministres qu'on a fin d'année prochaine sur tous nos programmes. Et ça, c'est un élément qui sera sur la table, évidemment. Alors, il faut savoir que, évidemment, la station est vieillissante, hein. Donc, les premiers éléments Zarya, Zvezda russes qui ont décollé en 98, bon, ça commence déjà à faire, hein, plus de 20 ans, et donc en 2028, ça fera 30 ans. En principe, ils sont certifiés pour 30 ans, mais vous avez peut-être vu aussi dans les informations qu'il y a une fuite sur la station et on n'a toujours pas résolu le problème. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même un petit vieillissement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est évidemment, les Américains ont annoncé il y a 3 semaines maintenant qu'ils allaient donc pousser des initiatives américaines commerciales donc pour, disons, promouvoir des stations spatiales commerciales, entièrement commerciales. Elles sont beaucoup plus petites, évidemment, que l'ISS. Mais bon, le mouvement et la politique américaine a donc drastiquement changé, entre guillemets. En tout cas, comme pour Elon Musk, donc l'accès à l'espace commercial pour les hommes, de faire des stations commerciales, entre guillemets, et ne payer que des services est maintenant quelque chose de complètement sur la table du côté américain. Alors, si on revient sur notre bonne vieille station spatiale internationale, elle a une durée de vie limitée. Et évidemment, on est déjà en train, et ça fait depuis des années, d'imaginer la suite. Et la suite, elle ne sera peut-être pas autour de la Terre, mais plutôt autour de la Lune. Donc là, c'est le projet que nous connaissons de station lunaire qu'on appelle l'Op Gateway, et on va pouvoir voir un schéma de cette station lunaire dans laquelle l'Agence spatiale européenne va être très impliquée et dans laquelle les astronautes européens aussi. Donc, où en est-on là aussi de cette station lunaire? Alors, la station lunaire, donc, qui s'appelle le Gateway, donc nous sommes en plein développement. La participation européenne, ben, c'est simple. Pour cette fois-ci, on a quasiment 50% donc de la construction du volume de cette station sera fait en Europe. C'est une contribution, donc, évidemment, à ce programme américain. Donc, nos éléments vont être prêts en 2026, 2025, 26, 27, ça dépend des éléments. Donc, les Américains ont passé les contrats aussi, donc ils pourraient même lancer dès 2024 les premiers éléments. L'accord qu'on a avec les Américains là-dessus est très simple, c'est qu'on participe donc à ce gateway, y compris ce que je dis avec les ESM, donc ils vont propulser Orion vers ce gateway avec des astronautes à bord. On a négocié 3 vols à bord du Gateway. Donc ça, c'est déjà signé, l'accord est déjà passé. Donc ça, c'est intéressant puisque, bon, Ça, c'est acquis. C'est acquis. Donc il y aura 3 astronautes européens autour de la Lune à un moment donné dans le Gateway. Bon, le moment donné, on le connaît à peu près. Bon, on ne connaît pas exactement l'année, mais bon, puisqu'on connaît la séquence, quand on va commencer à assembler donc le gateway avec les modules européens, à chaque fois qu'on a une contribution importante à ce gateway par un vol donc du côté américain, eh ben, on aura un astronaute européen évidemment à bord. Alors, on pourrait voir d'ailleurs un schéma de cette station lunaire. C'est très intéressant si on arrive à la partager sur l'écran, parce qu'elle va nous faire comprendre aussi, tu parlais de 3 places, il y a 3 modules, vaisseaux qui vont être utilisés pour assembler cette station lunaire, 3 donc modules européens. Parce quand même, on se pose la question, forcément, Didier, ces astronautes qui vont partir autour de la Lune, quelle nationalité ils auront, comment ça se passe, ça, on a notre Thomas Pesquet qui va partir, ben voilà le schéma de la station Gateway, on voit 3 logos ESA qui apparaissent sur le schéma, donc 3 astronautes, il y a quand même un lien
entre ces modules et les sièges d'astronautes qui vont partir autour de la Lune. Bon, alors nationalité, ça se passe comment? On n'est peut-être pas obligé de tout dire, je ne sais pas ce qu'on peut dire, Didier. Disons que nous, la politique est très simple, hein, on a 7 astronautes et puis après, on fera notre choix en fonction évidemment de la qualité de ces personnes. Parce qu'il faut dire ce qui est, les astronautes sont notés à leur entraînement et pendant le vol. Donc si on est très mal noté, la fois suivante, ils attendront un petit peu. Donc ça se passe réellement comme ça. Alors, Didier, on est d'accord que Thomas Pesquet était plutôt bien noté après sa première mission. Oui, alors je ne donnerai pas le bulletin, mais évidemment, oui. Donc ça, tout à fait. Non, bon. Voilà, donc si vous voulez, on regarde quand même d'avoir les plus performants pour faire ces missions vers le Gateway. Ça veut dire aussi une chose très simple. On ne va pas prendre les nouveaux qu'on va sélectionner fin d'année prochaine pour aller vers le Gateway pour un premier vol. Ça, c'est d'ores et déjà, ça, on sait que c'est exclu. Donc, il faut des gens aguerris, donc qui ont fait 2 vols sur l'ISS, donc ce qui sera le cas donc de Thomas. Et donc, parmi ceux qui ont fait déjà donc 2 vols sur l'ISS, on verra. Alors, évidemment, il y a des contributions nationales significatives, la France, l'Allemagne, l'Italie. Donc, évidemment, il y aura aussi un petit peu de pression aussi, je suppose, sur le directeur général pour faire le choix final. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais bon, n'importe lequel des 7 peut être le premier. Voilà. On sent bien que d'ailleurs, sur ces 3 modules qu'on a vus à l'écran, chacun a d'ailleurs sa nationalité, son petit drapeau associé. Le module Esprit, notamment, sera fait par un industriel français. Bon, donc ça peut avoir, on peut imaginer peut-être une corrélation entre ces pays et la nationalité des heureux astronautes qui partiront autour de la Lune. Mais ça, en effet, comme tu l'as très bien dit, on ne le saura pas. Et il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en jeu. Donc en tout cas, ce qu'on sait, et c'est acquis, des astronautes tourneront autour de la Lune dans quelques années. On rappelle peut-être la date qui est envisagée jusqu'à présent. Alors la date envisagée pour l'accrochage de nos modules, c'est 2026-2027. Donc on sera prêt parce que les contrats vont dans ce sens-là et puis l'industrie européenne est vraiment de qualité pour ça. On a d'autres qui ont beaucoup de retard, mais pas en Europe. Voilà, donc le premier pourrait même voler évidemment avant parce qu'il faut d'abord faire des vols tests aussi avec Orion. Donc le premier vol Artemis 1, ce sera donc en principe fin de cette année, donc un vol autour de la Lune avec Orion et ça revient, 100 personnes à bord. Le deuxième vol, il y aura 4 astronautes à bord, ça tourne autour de la Lune, ça revient. Et donc le troisième, donc après il y a plein d'options aujourd'hui en fonction de l'atterrisseur, etc. Mais pour le gateway, donc les troisièmes vol sera donc vers le gateway. Et donc on peut imaginer qu'on est le premier européen donc lors du troisième vol du SLS déjà. Voilà. Et ensuite ça va succéder puisque le troisième vol donc va accoster avec donc le corps de l'élément des éléments gateway américains. Et dès qu'on va rajouter le module IHAB, donc le module d'habitation, puis le module Esprit, donc de télécommunication et de refueling, et ben à chaque fois, donc ça va se succéder. Donc ça veut dire qu'il y aurait 3 vols successifs avec un Européen à chaque fois. C'est le schéma aujourd'hui, ça peut changer. Mais... Un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'ISS en ce moment, mais sur cette station lunaire. Bon, alors il faut juste préciser une chose. On va vers le gateway. C'est pas comme l'ISS. On n'y reste pas pendant des mois. On va y rester quelques semaines seulement, puisque le gateway est là pour pérenniser les atterrissages lunaires, donc de descendre du gateway et de remonter vers le gateway. Donc, il ne s'agit pas de mission de longue durée. J'allais y venir, ces atterrissages dont tu parles sur la Lune, parce que ça aussi, évidemment, c'est un des objectifs prioritaires de beaucoup d'agences spatiales. Alors là, qu'en est-il? On parle de, je crois que c'est Thomas Pesquet d'ailleurs qui mentionne cette orbite lunaire et cette station Gateway comme une station-service pour pouvoir ensuite se poser sur la Lune. Alors là, quel va être le rôle des Européens pour ce retour sur la Lune? On sait que les Américains ont déjà programmé, ont donné des dates. Les Européens feront partie aussi de cette aventure-là? Alors, c'est tout l'enjeu du travail de stratégie et de préparation des programmes futurs à l'heure actuelle.
Et ce sera vraiment l'enjeu du Conseil des ministres de fin d'année prochaine. Nous, ce que nous préparons donc comme objectif Lune, c'est évidemment d'avoir un Européen sur la Lune avant la fin de cette décennie, ce qui est faisable, mais évidemment, il faut faire un troc. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons les poser. Alors, pour le troc, on peut faire le parallèle avec quand on a fait de l'ATV, donc le vaisseau de Oui. ravitaillement de l'ISS. À chaque fois qu'il y avait un ATV, évidemment, on troquait contre au moins une place d'astronaute donc à bord de l'ISS. Ben là, c'est pareil. Ce qu'on imagine, c'est de construire, enfin qu'on imagine, non, plus qu'imaginer, on travaille vraiment dessus en ce moment. Donc, on devrait réaliser un atterrisseur lourd sur la Lune qui peut emporter jusqu'à 1,5 tonne, voire plus de matériel sur la Lune, donc en conjonction avec des vols américains qui se poseraient donc à côté, alors quel qu'il soit, hein, Starship ou autre. Mais nous pouvons aussi, si vous voulez, faire des missions purement scientifiques et nous poser à peu près où on veut. Essentiellement, ce qui est intéressant en ce moment, enfin de plus en plus, c'est la partie du pôle sud de la Lune. Et donc, c'est ça le troc qu'on imagine aujourd'hui, c'est-à-dire d'échanger ce vol logistique contre la présence d'un Européen sur la Lune. Alors c'est intéressant, hein, cette idée, ce mot de troc. En fait, on voit que toutes ces explorations spatiales, c'est beaucoup de négociations. Didier Schmitt est au cœur, en fait, hein, de ces négociations qui préfigurent, hein, le devenir de ces explorations-là. Du troc, et du troc pris très en amont. C'est-à-dire qu'en fait, un projet spatial d'exploration, ça se prépare quoi, 10 ans, 15 ans avant. C'est-à-dire que là, on discute aujourd'hui, tu parlais de 2029, 2030, c'est à peu près ça. On va dire Ouais, 2029, ouais. peut-être un Européen sur la Lune. Mais il y a aussi tout ce qui se passe après 2030. Je sais que avec le groupe que tu animes, vous y travaillez aussi d'ores et déjà. Complètement, complètement. Alors, si on prend par exemple, si on change un petit peu, on va vers Mars, hein, avec les vols robotiques vers Mars, donc le retour d'échantillons martiens, on y a travaillé, le CNES y a travaillé beaucoup dans les années 90. Donc on a mûri, et puis on a pris la décision, donc il y a quelques années, d'y aller. Et bon, mission de retour d'échantillons martiens, ça se fait et ça se termine à un moment donné. Mais l'ISS, par exemple, c'était à peu près pareil. On a travaillé pendant toute la décennie 90, donc, et la fabrication, 10 années d'assemblage, et maintenant déjà 20 années d'utilisation, et puis peut-être 10 années de plus. Donc, il faut imaginer que les décisions qui se prennent, elles se prennent 10-15 ans à l'avance, parce qu'il y a des préétudes, il y a la fabrication, la validation, etc. Et ensuite, bah, il faut pérenniser, ça veut dire le gateway, c'est pareil, on ne va pas le faire juste pour quelques années, ça va durer 20 ans, 30 ans, et peut-être on espère, le gateway serait le relais donc pour aller vers Mars. Ça veut dire que chaque décision qu'on prend, elle est mûrement réfléchie parce qu'elle engage évidemment des programmes industriels sur la très longue durée. On a un conseil des ministres tous les 3 ans, donc qui décide des budgets tous les 3 ans, mais quand on s'engage sur cette voie-là, ça veut dire que obligatoirement on anticipe que effectivement les conseils des ministres successifs vont poursuivre ce genre de financement. Donc il faut vraiment avoir le regard porté loin, il faut faire fonctionner son imagination pour vraiment essayer de construire ce que sera l'exploration humaine ou robotique, hein, de l'espace. Alors, je fais le parallèle, Didier, avec aussi une activité aussi que tu mènes quand tu en as un peu le temps, mais qui est aussi liée à ce travail d'imagination. Tu es auteur avec d'autres dessinateurs belges, je crois bien, Oui. d'une bande dessinée qui s'appelle Safari Rouge, qui est vraiment une Absolument. bande dessinée, alors on va dire, alors science-fiction, anticipation, en tout cas on se projette des dizaines et des dizaines d'années après pour imaginer l'espace. Alors ça c'est de la fiction. Moi, j'appelle ça de la fiction scientifique, c'est-à-dire que tout ce qui est là-dedans est plausible, hein. Donc, moi, enfin, dans mon travail de tous les jours, j'imagine jusqu'à 30 ans, c'est pas, je dirais, c'est pas sorcier, ben, bon, c'est sorcier quand même, mais bon, c'est le job, hein. On imagine à 30 ans. Ça fait exactement 60 ans que le premier homme était dans l'espace, donc la semaine dernière. Et moi, j'imagine dans 60 ans, donc en 2080. Donc le sujet donc de cette série de bandes dessinées, ça c'est le premier tome, le deuxième est déjà sorti aussi, le troisième est en gestation. C'est vraiment quelle sera l'exploration, comment sera l'exploration donc vers Mars, vers la Lune. Bon, assez compliqué, je pense, en 2080, et on essaye d'être très proche de ce qui peut effectivement arriver. Donc c'est intéressant en tout cas pour ceux qui nous écoutent aussi, hein, ces ponts qui existent entre
les activités littéraires et les activités scientifiques. On pense à Arthur C. Clarke, on pense à tous les autres qui, par la fiction, ont réussi aussi à imaginer ce que pouvait être la vraie exploration spatiale des années après. Donc, avec toi, Didier, on est vraiment dans ces deux mondes. Ça aide. Donc, oui, Non, ça aide à la en réflexion, effet, absolument. et puis à repousser certaines limites et peut-être aussi, comme on dit, être hors du cadre. C'est tellement nécessaire pour pouvoir innover dans le futur. Didier, vraiment, on est ravis de tous ces échanges. Alors, on était en 2030 et même après, même 60 ans après, on va revenir là pour le 22 avril, donc midi 11, heure française, le décollage de la mission Alpha. Tout est prêt ici à la Cité de l'Espace pour permettre de le suivre. Et tout au long de la mission, on va pouvoir aussi vous donner des informations sur ce qui va se passer. Alors, tu me corriges, Didier, mais la mission Alpha est comme les autres missions qui vont arriver ensuite avec Mathias Maurer, Samantha Cristoforetti. Il y a l'angle, bien sûr, des expériences scientifiques, beaucoup d'expériences médicales, d'ailleurs, cette fois-ci avec Thomas. Donc, pour faire progresser les connaissances, l'ISS, c'est un vaisseau en apesanteur, un laboratoire idéal pour faire des sciences qu'on ne peut pas faire sur Terre. Et puis, le pan, la préparation des explorations futures habitées de longue durée qui nécessitent de réaliser aussi des expériences de physiologie autour du sommeil, par exemple. On a un dispositif ici que l'on montre à la Cité de l'Espace sur une de ces expériences qui va s'appeler Dreams et qui va permettre d'étudier justement le sommeil de l'astronaute pour le préparer à des missions de longue durée. C'est bien ça, ces deux grands axes qui se dégagent des programmes. Absolument, de plus en plus, donc on s'oriente vers utiliser la station pour les années qui viennent, donc de plus en plus pour effectivement résoudre les problèmes qu'on a encore, hein, parce que des problèmes physiologiques, médicaux, de comportement, etc., et même de validation de systèmes de recyclage. Enfin, il faut imaginer tous les challenges qu'on va encore avoir, les défis qu'on va avoir pour aller vers Mars, parce que là, Mars, c'est 2 ans et demi et on ferme la porte, hein. Thomas, s'il y avait un gros problème, en quelques heures, on le rapatrie comme les autres. Pour Mars, il n'y a pas de rapatriement, hein. Donc voilà, donc il faut débugger, entre guillemets, beaucoup de technologies et accumuler beaucoup d'expérience et de connaissances avec l'ISS aussi longtemps que évidemment, l'ISS sera encore là. C'est le seul moyen de bien préparer les missions futures, essentiellement martiennes, mais aussi lunaires. Ok, donc on va regarder ça avec beaucoup d'intention dès cette semaine, suivre toutes les autres expériences, peut-être une sortie extravéhiculaire. Je crois que ce n'est pas programmé pour le moment à l'agenda de Thomas Pesquet, mais ça peut arriver. Et puis les moments forts de la mission, on les fera vivre ici à la Cité de l'Espace d'ailleurs on sera réouvert, ou sinon par l'intermédiaire de ce café Alpha en ligne ou en présentiel sur le site dès que ce sera possible. Je voudrais vraiment te remercier beaucoup, Didier, pour avoir inauguré, lancé ces premiers cafés Alpha. Hein, c'est pas évident d'essuyer des plâtres. On va Pas de ensuite souci. mettre en place tout ce programme. D'ailleurs, dès après-demain, mercredi, nous aurons une nouvelle invitée, même horaire, 13h30. Il s'agit d'Hélène Robilly, elle travaille au CNES, plus exactement au CADMOS au CNES. C'est vraiment là qu'on prépare ces fameuses expériences scientifiques, on les suit, on les exploite. Et donc là, elle va être sur le qui-vive pendant la mission pour pouvoir suivre ces expériences. Et ce sera aussi un autre témoignage, une autre façon de suivre la mission, une autre personnalité. C'est toutes ces personnalités qu'on souhaite vous faire rencontrer autour de cette tasse de café. Bon, le mien est un peu froid maintenant, j'imagine que toi aussi, mais on va peut-être pouvoir aller manger. Voilà. Et puis à jeudi sur place. Eh bien oui, tu viens nous voir jeudi à Toulouse pour suivre avec beaucoup d'attention. On sera ravis de t'accueillir comme d'habitude. Et puis, on vous tiendra tous informés de la suite de cette mission. Donc, merci beaucoup Didier, merci à tous Merci d'avoir à toi. assisté à ce premier café. On va continuer pour vous tenir informés de ce qui se passe là-haut. Merci beaucoup. Très bon après-midi à vous et à bientôt. À Salut. bientôt. Au revoir.